Aujourd'hui, on va lancer un petit pavé dans la mare. Je vous avais dit que pendant cette NeuroBrain Week, je vous surprendrai à travers des vidéos qui peuvent peut-être parfois aller à contre-courant. Mais je préfère aller à contre-courant qu'aller à contre-cœur. Très important. D'accord? Donc, je voudrais vous parler de la pensée positive et je vais vous expliquer comment être plus heureux, mais sans obligatoirement adopter la pensée positive. D'accord? Je vous rappelle que la pensée positive, ça nous est venu du développement personnel. Ça ne veut pas dire que je suis contre, spécialement. Je suis plutôt quelqu'un de positif et je pense que je pourrais plutôt me dire que j'ai une pensée positive. D'accord? Cela étant, c'est devenu une telle pression de nous obliger à penser positif que les neurosciences ont commencé à se dire mais est-ce que ça fonctionne? Ok? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Et curieusement, vous allez voir qu'il existe des techniques qui sont très anciennes, qui datent de plusieurs milliers d'années, pardon, et qui peuvent aussi vous aider à bien affronter la vie. Ça repose sur un socle qui est philosophique, mais les neurosciences sont là aussi pour nous expliquer que parfois, des stratégies anciennes, parfois même oubliées, peuvent nous servir. Autre chose, je vais vous apprendre comment être un peu plus détendu, tout en restant efficace. Je vais aussi vous dire que on peut aussi calmer le flot de nos pensées, ce qui réduit notre niveau d'inquiétude, et du coup, on peut apprendre à arrêter à s'inquiéter pour rien. Alors, c'est vrai que la pensée positive, c'est l'une des techniques qui a été le plus plébiscitée par le développement personnel. Elle nous oblige, ou elle nous pousse à nous porter notre attention sur le positif et à visualiser un futur qui va être plutôt sympathique avec nous. Et c'est vrai que quand on regarde toutes les approches du monde du développement personnel, et même moi sur ma chaîne, okay, cette approche, elle est quasiment omniprésente. Alors pas sur ma chaîne, parce qu'à de nombreuses reprises, je vous ai dit que la pensée positive, il n'y a pas que ça, okay, mais que ce soit dans les magazines, que ce soit dans les séminaires de développement personnel, les choses qui datent, qui sont un petit peu has-been comme ça, les émissions de télé, on n'y échappe pas, la pensée positive permanente, la PPP, c'est devenu le moyen d'être heureux. Tout le monde, les grands gourous américains ou français ou européens, les stars, et même certains chercheurs surfent là-dessus, parce qu'on nous dit que c'est la clé du bonheur. Okay? Il y a un monsieur qui s'appelle Olivier Burkeman, qui, lui, a commencé à aller à contresens et à se dire, est-ce que la pensée positive, quelque part, ce ne serait pas contre-productif? Et il y a des recherches à travers certaines universités, notamment l'université de l'Ohio, qui a fait des recherches sur la pensée positive très prononcées, et ces recherches en neurosciences vont faire l'objet de ce que je vais vous dire là aujourd'hui. D'accord? Le problème avec la pensée positive, c'est que parfois, ça nous berce d'illusions, et ça ne nous pousse pas obligatoirement à nous préparer à faire face à quelque chose de solide, à savoir l'adversité. Ok? Moi, ce que j'invite à faire avec mes clients, c'est parfois utiliser d'autres techniques. Des techniques qui existent un petit peu plus longtemps, okay, qui ont fait leurs preuves, même si c'est vrai qu'elles sont beaucoup moins séduisantes dans les faits. Okay, mais ça nous permet de nous détacher d'une espèce d'illusion de ce monde du développement personnel. Okay, et c'est vrai que ce que je vais vous dire aujourd'hui est à contre-courant de la pensée positive. Okay, et je vais vous expliquer pourquoi chercher à être heureux, c'est une illusion qui vous rend en réalité beaucoup plus malheureux parfois. Okay, et je vous parlerai de stoïcisme, je vous parlerai du bouddhisme, du bon sens, celle qu'il a été éclairé par les neurosciences, pour vous montrer que parfois être en contact, parfois avec sa mortalité, avec l'incertitude, avec le négatif, peut être plus efficace que la pensée positive, notamment pour changer de vie quand on en a besoin. D'accord? Alors, je vous oblige pas à être d'accord avec moi aujourd'hui. D'accord? Beaucoup vont me dire, David, moi je préfère penser positive. Ok. Mais mon job à moi, c'est pas simplement, on a parlé de créativité lors de la première vidéo de la NeuroBrain Week. C'est important que je vous explique que les informations, ces intrants, ces nouvelles informations sur la pensée positive, je me dois de vous les restituer parce que c'est important. D'accord? Donc moi, je vous conseille cette vidéo
Je conseille cette vidéo à tous ceux qui connaissent déjà cette théorie de la pensée positive. Et je voudrais que vous apportiez un éclairage qui ne va pas être un éclairage qui va complètement à l'opposé, mais je voudrais que vous mettiez de la nuance dans votre vie par rapport à ça. Okay. Maintenant, ceux qui apprécient le développement personnel pourront aussi trouver leur intérêt, parce que ça reste du développement personnel pur, mais je vais proposer une forme qui est différente. La première chose qu'on va comprendre, c'est que de courir après le bonheur, c'est une stratégie qui parfois est contre-productive. Okay. Voyez grand. Supprimez le mot impossible de votre vocabulaire. Un jour, Martin Latulippe disait à Roger Lannoy, moi je crois que ça ne va pas être possible. Loser language, Martin, loser language, ok? Ou deviens plus calme, augmente ton niveau de motivation, gère ton stress, qu'on peut, avec la loi d'attraction, atteindre des objectifs sans peine, d'accord? Et toutes ces injonctions nous incitent à être plus heureux, plus productif, plus créatif, plus intelligent, ok? Et si vous ne vous engagez pas dans cette dynamique-là, c'est que, et que si ça ne fonctionne pas, ça veut dire que logiquement, vous avez mal pratiqué ce qui vous a été enseigné, d'accord? Donc ça, problème hyper culpabilisant, et que vous n'êtes pas normal, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit accéder au bonheur. Or, qui dit courir après le bonheur, dit courir après un but, mais qui nous a dit que le bonheur, c'était le but ultime, que le bonheur, c'était le but qu'il fallait absolument atteindre. Ok? Il a même été prouvé que, par exemple, l'argent, une belle maison, une éducation ne permettent pas obligatoirement d'augmenter notre niveau de bonheur. On a des cas tous les jours devant nous. Donc ça va servir à quoi parfois d'être plus productif ou de voir plus grand si ça touche notre épanouissement personnel ou le fait d'avoir plus m'empêche par exemple d'être en contact avec mes enfants ou la vie que j'aime. À quoi ça sert de répéter sans arrêt des pensées positives si elles ne font que nous rappeler ce qu'on n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est important en termes de conscience. Parce que cette pensée positive, elle peut aussi nous ramener à une certaine forme de réalité, c'est que je ne l'ai pas encore. D'accord? Ça veut dire qu'on remplit aussi notre inconscient de « je ne suis pas ça ». Ok? Donc vous demandez en permanence comment être heureux, revient à dire que vous ne l'êtes pas. C'est ça le principe. Et du coup, ce qui suit ça, c'est de la frustration. Ok? Aldous Huxley, permettez-moi, c'est pas facile, ok? Il parlait de loi de l'effort inversé, d'accord? C'est-à-dire que chercher à être heureux est ce qui rend le plus malheureux. Et vouloir supprimer les sentiments négatifs les multiplie. Et c'est vrai que les apports de Seligman dans la psychologie positive nous montrent que c'est vrai. Okay. D'ailleurs, la psychologie positive ne nous exhorte pas obligatoirement à avoir de la pensée positive. D'accord? Ce sont deux concepts qui sont complètement différents. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. D'accord? Maintenant, mais il y a une vidéo en tout cas sur l'embryologie. Le bonheur n'est pas nécessaire à l'évolution ou à la survie. Et que ce soit les philosophes ou certains neuroscientifiques de pointe, je précise de pointe, sont loin de valider ce concept. Et d'ailleurs, dans les systèmes philosophico-religieux, on ne parle pas vraiment de bonheur. C'est-à-dire qu'atteindre le bonheur, c'est une invention récente du ciel industrialisé qui elle-même a du mal à être cernée cette notion. Réfléchissez à ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. D'accord ? Une situation horrible est-elle vraiment négative si elle mène à plus de bonheur? Une situation horrible est-elle vraiment négative si elle mène à plus de bonheur? Je perds une personne que j'aime, mais si ça me permet, parce qu'elle est partie, parce qu'elle m'a quitté, parce qu'elle m'a trompé, si ça me permet ensuite de me repositionner, de choisir un partenaire idéal. Si être positif ne vous rend pas plus positif, à quoi ça sert? Si redéfinir le bonheur pour l'adapter à chaque nouvelle mauvaise chose, est-ce que ça fabrique le bonheur? En fait, personne ne possède la réponse à ces questions, parce que le bonheur, c'est pas une équation mathématique. Réfléchissez au moment où vous étiez le plus heureux dans votre vie. Ok. Est-ce que vous les aviez visualisés? Est-ce que vous les aviez imaginés? Est-ce que vous aviez même planifié de rencontrer ces personnes, de tomber amoureux, de vivre ces moments exaltants,
ou de faire tout ce que vous aviez à faire. C'est pour ça que je vous parlais des stoïciens. Voilà. Laissez émerger votre bonheur à travers la négativité. Wow. Là, on commence à envoyer du lourd. D'accord ? En fait, le stoïcisme, c'était un courant de pensée grec et romain, okay, qui est toujours d'actualité, notamment pour aider l'homme moderne à être plus heureux. Comment il fait ? Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, qui sont souvent cités dans l'univers du développement personnel, sont les représentants les plus connus de cette école, et ce n'étaient pas des personnes qui étaient des adeptes de la pensée positive. Tous ont eu des vies hyper tumultueuses, avec beaucoup d'épreuves, mais tous ont su faire face avec une grande tranquillité d'âme, et ça, même dans les épreuves les pires. En fait, la conception traditionnelle du stoïcisme, ça veut dire quoi ? C'est supporter, en serrant les dents, les événements négatifs. Alors, c'est ce que me disait un rabbin un jour, qui me disait le stoïcisme, c'est négatif, mais je serre les dents et j'y vais quand même. C'est incomplet et c'est caricatural. En réalité, ce qu'enseigne le stoïcisme, c'est la tranquillité d'esprit. D'accord ? Pensez à ce qui vous rend heureux ou malheureux. Et vous allez voir qu'il est probable que vous imaginiez des circonstances extérieures à vous-même, que ce soit favorable ou pas. Maintenant, pour les stoïciens, faire dépendre son bonheur des événements, c'est être à la merci du hasard. Apprendre à rester tranquille, calme et en paix intérieurement, dans n'importe quelle situation, c'est la solution qui repose sur le stoïcisme. D'accord ? Et le stoïcisme a été ultra validé par les neurosciences. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que ce système de philosophie et de pensée, aujourd'hui, est un courant de pensée qui est adopté par les neurosciences pour dire « et si ça, c'était globalement l'axe le meilleur ?» plutôt que la pensée positive. On sait que les événements sont neutres par nature. C'est votre réaction, votre interprétation et l'identification à ces événements qui donne une tonalité positive ou négative. D'accord ? Par exemple, si quelqu'un dit du mal de vous, vous avez le choix entre vous mettre en colère ou rester calme. D'accord ? L'événement, il est neutre, mais pas votre réaction. D'accord ? Donc, quand la vie tourne mal, la maladie, la séparation, la mort, le chômage, etc., vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas tout contrôler. Le seul paramètre vraiment maîtrisable, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit va avoir un impact sur votre état d'âme, votre champ émotionnel. Certains spécialistes du développement personnel vous diront de penser positif. Pour un stoïcien, la pensée positive, ça vous rend vulnérable. En espérant et en envisageant toujours le meilleur, vous serez déçu et surtout, vous serez démuni face aux difficultés. Donc, vous devez faire le contraire. Entraînez-vous à imaginer le pire qui puisse arriver. C'est ce qu'on appelle la technique de visualisation négative. Et oui, que feriez-vous si vous faisiez faillite ? Ou si vous deviez vous retrouver sans domicile ? Si vous n'aviez plus à manger ? Si vous étiez malade ? Si vous perdiez votre enfant ou votre conjoint ? Imaginez le pire en développant l'idée de la perte. Vous profitez de ce que vous avez et des gens qui vous sont chers. En fait, votre bonheur naît de ce que vous avez déjà et non de ce que vous pourriez obtenir. Imaginez que vous rentriez un soir et on vous a tout retiré. Vous rentrez chez vous, vous n'avez plus vos meubles, vous n'avez plus les personnes que vous aimez, vous n'avez plus vos animaux. Tout est vide. Vous vous rendez compte que vous avez tout perdu. Imaginez ensuite qu'on vous les redonne. Vous imaginez combien vous allez apprécier ça ? Okay ? Et vous allez voir que, curieusement, c'est bien plus facile d'être heureux dans ce sens. En fait, les stoïciens proposent d'aller encore plus loin. Privez-vous ponctuellement pour en profiter davantage par la suite. Par exemple, jeûnez quelques jours ou dormez par terre de temps en temps. Okay ? Vous apprécierez que mieux votre repas et que mieux votre lit. Faites preuve de non-attachement. Une attitude, là, c'est prônée par les bouddhismes. Et de même que la pensée positive, le calme et la gestion du stress sont hyper à la mode. Et nombreux sont ceux qui vous conseillent de méditer. Okay ? Maintenant, ces deux objectifs n'ont jamais été ceux de la méditation et du bouddhisme. En vérité, ces effets ne sont que des effets secondaires. C'est accessoire à la pratique du non-attachement. Bouddha a trouvé la solution de la souffrance, à la maladie, à la mort, avec le non-attachement, qui permet la liberté de l'esprit et donc de pouvoir faire tout le reste, méditation et autres. Ça consiste à quoi ? Réaliser que, d'abord, la douleur, elle est inévitable, mais que s'attacher aux choses et aux êtres provoque plus de souffrance.
vous savez quoi? Vous les perdrez un jour ou l'autre. Vos parents, les personnes que vous aimez, peut-être même vos enfants. Donc autant vous y faire, ça fait partie de la vie. Par exemple, si vous êtes doté d'un super physique, que vous êtes beau et que vous refusez de vieillir, de perdre cette beauté va engendrer une souffrance supplémentaire. Vous ne serez pas bien au quotidien et vous allez devenir pathétique. On en voit tous les jours à la télé qui sont des vieux beaux, qui se teignent les cheveux, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt mal fait, qui vont être hyper bronzés, qui vont se raser. Les gars, tu veux pas accepter que tu vieillis. Deviens beau en vieillissant. D'accord? Entraînez-vous à voir le monde à travers le prisme de l'impermanence. Arrêtez de croire qu'une chose, elle est définitivement acquise. Une personne dans votre vie, par exemple, pensez qu'elle vous est acquise à jamais. Et vous allez voir que, pardon, si vous faites ça, vous serez préparé à toute forme d'éventualité. Le projet d'une vie qui va changer au dernier moment, une maladie ou le décès d'une personne qui peut survenir comme ça, sans prévenir, des revers qui vont être affectifs ou professionnels. Vous serez détaché de cette situation parce que vous aurez appris à vivre dans une espèce de conscience de la fragilité et donc de la beauté du monde. Alors, vous allez me dire maintenant que le non-attachement conduit à l'inertie, au manque de motivation, parce que bon, ça sert à quoi de s'investir si ça va être perdu? Curieusement, il y a un paradoxe là-dedans. C'est tout le contraire. En vous libérant de l'attachement, vous devenez plus efficace. Parce que vous êtes plus soumis aux aléas des émotions et de la motivation. Vous faites juste ce qui doit être fait. Et pour ça, vous devez arrêter de vous focaliser sur vos buts et vous devez improviser. Le conseil que je vous donne là va sans doute vous surprendre et pourtant, c'est l'un des plus efficaces si vous voulez être heureux. Arrêtez de tout planifier tout le temps. Vous allez me dire, David, comment c'est possible? Même dans ton coaching, tu donnes toujours des objectifs. D'accord? Est-ce que c'est pas nécessaire de se donner des objectifs? De voir grand et de composer chaque étape en petites étapes? De se donner des échéances? Alors oui, c'est important de le faire, mais planifier à outrance vous éloigne de vos vrais besoins. En fait, le développement personnel a fait son mot d'ordre, imaginez votre vie idéale dans 5 ans et planifiez en détail tout ce qui va arriver. Et pourtant, je vous le dis, la pensée positive, elle a tort. Ok? Plus vous vous focalisez sur un but, et moins ce que vous faites a de sens. Par exemple, nombreux sont les alpinistes morts en essayant d'escalader l'Everest. Franchement, c'était tous des grands aventuriers, ils étaient forts, ils étaient déterminés, mais à un moment donné, ils ont délibérément ignoré les paramètres temporels, la météo qui était très dangereuse. Ils étaient tellement déterminés que tous les obstacles renforçaient leur détermination plutôt que de la désamorcer et les mettre dans une fonction de réalité. C'est-à-dire que lorsque vous dédiez à un but, l'atteindre fait partie de vous-même. À partir de ce moment-là, ne pas y arriver n'est plus envisageable. C'est-à-dire que vous devenez incapable de percevoir ce qui n'est plus favorable à votre accomplissement et à votre développement. D'accord? Un millionnaire divorcé avec des problèmes de santé ou un marathonien blessé gravement, en fait, en clair, vous sabotez. Et c'est important de comprendre que, oui, c'est important d'avoir des buts, mais lâchez l'affaire, quoi. Laissez votre cerveau s'en charger, mais au quotidien, arrêtez de vous préoccuper trop d'atteindre ses objectifs. Ça s'appelle lâcher prise par rapport à son objectif. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas en avoir. Je suis en train de vous dire, faites attention à ce que cette obsession, elle ne vous amène pas à vous éloigner de la réalité, et une réalité qui peut être importante. Aussi, apprenez à vivre dans l'incertitude. Regarde, listez tous vos buts, okay, tous vos objectifs. Vous verrez que la plupart visent à éviter l'incertitude. Ils sont là pour vous rassurer, pour vous donner l'impression que vous avez une certaine forme de contrôle sur votre vie. Et vous allez voir que, en vous fixant un but unique, vous modifiez de très nombreux autres aspects de la vie de tous les jours. Ok? Dont vous ne pouvez prévoir l'issue. Ça veut dire que le monde ne se conformera pas facilement et il y aura toujours des effets différents à votre volonté. Mais par contre, si vous apprenez à aimer l'incertitude, aimer l'incertitude, c'est de loin la manière la plus efficace d'avancer dans la vie d'une façon sereine, plutôt que d'essayer de plier les événements du monde à notre volonté. Ok?
Vous faites comme la grenouille. Sautez de nénuphar en nénuphar au fur et à mesure de ce qui vous semble bon, de ce que vous voyez, ce qui se passe. Et puis faites confiance à vos capacités d'improvisation pour faire face. Ok? Ça veut dire que vous devez lâcher le besoin de contrôle par celui d'être capable d'improviser. Plus vous allez lâcher le contrôle, plus vous allez développer de l'improvisation et plus curieusement, vous allez développer de la confiance en soi. Okay. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de foncer à fond la caisse sans jamais avoir de plan. Non. Mais arrêtez de trop vous prendre la tête et de réfléchir aux moyens d'atteindre vos objectifs. Et contentez-vous d'aller dans la direction que vous avez choisie. Faites preuve de souplesse, d'adaptation, faites confiance à votre inconscient. Faites avec ce que vous avez déjà, faites avec ce qui vous est proposé. Par exemple, si vous êtes un passionné de photo, pas besoin de lister toutes les étapes pour devenir un véritable professionnel. Commencez à prendre des photos, commencez à les publier, ok? Commencez à les partager, voyez ce qui se passe, écoutez les conseils. Okay. Vous savez qu'avec Yannick, à travers la MPS, on côtoie des milliers d'entrepreneurs, mais les meilleurs d'entre eux, je vous le dis, sont capables de remettre tout en cause. Même l'idée de départ s'il le faut. Si vous pensez qu'Honda a dès le début fabriqué des motos, vous plantez. Si vous pensez que HP a dès le début fabriqué des imprimantes, vous vous plantez. Donc apprenez à apprécier l'incertitude de la vie plutôt que de la fuir. Ok? Et donc peut-être commencer à reformuler vos objectifs, mais avec plus de souplesse. Gardez vos objectifs, mais mettez plus de souplesse. D'accord? Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. D'accord? La plupart du temps, l'être humain s'identifie à ses pensées. Ok? Ce que vous pensez, votre champ cognitif, votre soliloque intérieur, forme qui vous êtes. D'accord? Mais c'est aussi ce qui vous fait souffrir. Parce que ces pensées, elles vous emportent comme un espèce de tourbillon comme ça, composé de mais si je pouvais, et si seulement, si j'avais su. Donc il faut s'éloigner de ça. Et la solution, c'est pas de plier vos pensées, parce qu'elles sont utiles, mais d'apprendre à vous dissocier d'elles. Okay? Donc de la même façon que face à un paysage magnifique ou dans l'intimité, il vous faut suspendre parfois l'identification à vos pensées pour vous libérer et être présent dans l'instant. D'accord? En tout cas, si vous êtes dans l'acte sacré, j'espère que vous lâchez complètement prise et que vous arrêtez de penser à vos courses, à vos problèmes. Sinon, vous risquez d'avoir de petits soucis, que vous soyez un homme ou une femme. Okay? Parce qu'il y a des moments où il faut être dans le ici maintenant. Et c'est ça la seule réalité. Les pensées, elles adorent se perdre dans le futur, vous empêchant comme ça de vivre au profit d'un futur irréel ou d'un passé qui est dépassé. D'accord? Maintenant, la pensée positive, elle encourage à visualiser un futur qui est beaucoup plus rose. D'accord? Et en faisant ça, non seulement elle vous oblige à négliger le moment présent, mais elle vous lie encore plus à vos pensées. Okay? Et ça, c'est une double erreur qui a un impact sur votre bonheur. Alors concrètement, comment on se dissocie de ces pensées? D'abord, faites un peu plus de méditation, mais de pleine conscience. Juste, je vous rappelle, c'est très simple, vous faites un stop, au moins 3-4 fois par jour, 5 si vous pouvez, pendant 1 minute, se taire, stop, se taire et observer patiemment. Je me pose et j'observe. Qu'est-ce que je vois? Vous voyez, par exemple, là, je viens de me poser et je n'avais jamais observé qu'ici, il y avait un capteur pour mon alarme intérieure. Je ne l'avais jamais remarqué. On va éteindre ça. Voilà. Aussi, visualisez vos pensées et vos émotions comme extérieures à vous-même. D'accord? C'est-à-dire comme si elles ne vous appartenaient plus. Okay? Ou qu'elles ne vous appartenaient pas. Et usez de votre esprit comme d'un sens. Comme votre vue, comme votre ouïe. D'accord? Ça veut dire que quand vous entendez ou quand vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas, vous apprenez à l'ignorer et à ne pas vous y attarder. Ok? C'est vrai, quand il y a un truc qui ne te plaît pas à la télé, tu zappes. Quand il y a un truc qui ne te plaît pas dans la rue, tu regardes ailleurs. Ok? Faites la même chose avec vos pensées. Faites la même chose avec vos émotions. Laissez-les passer sans intervenir. D'accord? J'ai un truc qui me déplaît, c'est passé. Parfois, on peut même imaginer la pensée qui s'éloigne ou l'émotion qui part.
D'accord? Ça fonctionne extrêmement bien. Et vous allez voir qu'avec le temps, vous reprendrez une sorte de contrôle sur votre mental et de votre conscience, et vous allez être capable de faire ce qu'on appelle un détachement cognitif. Et ça, c'est hyper libérateur. Donc la question, c'est est-ce que vous serez capable de vous extraire de cette identification à votre mental? Je vous le dis, ne cherchez pas la sécurité, elle n'existe pas. Le besoin de sécurité, c'est important. C'est vrai que dans la pyramide de Maslow, on la met en premier bloc, ok? Mais il y en a qui sont prêts à tout sacrifier pour l'obtenir, ok? Même si parfois c'est illogique, ok? Vous savez qu'après les attentats du 11 septembre, il y a des mesures draconiennes qui ont été prises dans les aéroports pour surveiller les passagers et limiter au maximum les produits dangereux. Maintenant, si on écoute les experts, cette pratique ne sert à rien face au terrorisme, parce que quand ils sont vraiment déterminés, ça fait que donner une impression de sécurité, mais au contraire, à partir du moment où ils ont mis ces normes-là, ils en trouveront d'autres. Mais par contre, on peut se poser une vraie question, ça vient d'où, ce besoin de sécurité? Parce que le besoin de sécurité, il est humain. Et ça nous permet certainement de donner un sens à ce que nous vivons à un moment donné. Mais regardez tous les défis qu'on a aujourd'hui. Dans le monde qui est le nôtre, ce besoin de sécurité, il devient parfois très souvent limitant, très souvent handicapant. D'autant que ce sentiment, il est purement subjectif. Vous pouvez vous sentir en sécurité quand bien même vous ne l'êtes pas. Et il y a des personnes qui vous diront, bah, moi je me sens très en insécurité à Paris. Et d'autres qui vont dire non, ça va, tout va bien. D'accord? Si vous regardez les informations qui parlent de guerre ou de terrorisme à la télévision, peut-être vous allez vous sentir en insécurité, alors même que ça se passe à des milliers de kilomètres de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, juste un petit point de détail, le temps que passer à regarder la télévision sans faire de sport, c'est bien plus dangereux que pour votre santé, hein, je vous le dis. D'accord? Donc vous ne serez jamais aussi en sécurité que vous le souhaiteriez. Jamais. Parce que plus vous essayez de fuir l'insécurité, et plus vous la retrouvez dans les petites choses qui vont vous paraître bizarres, d'accord, ou anodines, d'accord? Vous ne pouvez fixer les choses dans un état permanent, d'accord? Et la sécurité en fait partie. En plus, sachez que la sécurité rend égoïste. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui fait que vous vous sentez en insécurité. Si vous acceptez d'être vulnérable, tolérer l'insécurité, vous arriverez peu à peu à vous détendre et à être plus heureux. Et par conséquent, ne sacrifiez pas votre bonheur dans une relation qui ne vous satisfait pas, des obligations que vous ne tenez simplement parce qu'elles vous apportent un sentiment de sécurité ou d'un travail qui ne vous plaît plus mais qui vous apporte cette sécurité. Stop, stop. Vous ne serez jamais satisfait. Et à être trop optimiste et à croire à des lendemains qui chantent, et ben en fait, ça vous pousse à essayer d'atteindre cette forme de sécurité. Et c'est un travail sans fin, parce qu'en plus, cette recherche de la sécurité, elle est paradoxale. Une fois atteinte, vous aurez le sentiment qu'il y a autre chose, un nouveau besoin. Donc pensez par exemple aux individus qui sont riches, d'accord? Aux mariages qui sont lourds, ou en banlieue chic, où rien ne se passe. Voilà. On est au cœur de ça. Donc aimez vos erreurs, parce que c'est aussi vos erreurs qui font de vous l'être humain. Vous vous rappelez, quand on a parlé de créativité, je vous parlais de cette peur de l'échec, ok? Cette peur de l'échec qui est prégnante, ok? À tous les niveaux de la société, ok? Comme si la civilisation moderne avait oublié qu'être humain, c'est, par définition, c'est être faillible, ok? Qu'est-ce qui s'est passé? L'échec fait peur aussi bien aux étudiants. On voit de plus en plus d'étudiants qui prennent de la drogue le jour de l'examen ou pour pouvoir maintenir leur niveau de performance. Les scientifiques qui perdent de vue le raisonnement scientifique et qui trafiquent des résultats pour qu'ils soient publiés. Des industriels qui mettent en vente des produits qui sont ou mal étudiés ou qu'ils savent dangereux pour la santé. Okay, toutes ces personnes-là, et nous en tant que consommateurs, on est victimes de la peur de l'échec. Et en fait, la pensée positive, elle va surfer sur cet état de fait. Et tous les livres, tu sais, les secrets des personnes qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, tout ça, okay, consiste essentiellement à demander aux personnes influentes ce qui leur a permis de réussir et à suggérer que si vous faisiez exactement pareil, vous allez réussir vous aussi. Okay. Il y a un truc qu'ils ne vous disent pas, c'est que les entrepreneurs à succès
sont identiques à ceux qui échouent lamentablement. Ils ont le même goût du risque. Ils sont tout aussi capables de convaincre les autres que ceux qui échouent. Sauf qu'on interroge rarement ceux qui ont échoué. Donc en réalité, le succès ou l'échec sont plus des questions de circonstances, parfois de mode d'application ou de stratégie, plutôt que d'insécurité ou de contrôle. Et celui qui a échoué aujourd'hui peut réussir demain. Celui qui a réussi aujourd'hui peut échouer demain. D'accord? Donc, vous comprendrez qu'il y a deux grandes catégories de personnes. Celles qui pensent que leurs talents sont innés. Ok, je suis bon en maths, je suis mauvais en sport. Celles qui pensent que les échecs ne font que poser leurs limites actuelles et qui peuvent être repoussées à force d'entraînement. Et vous allez voir que échouer, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est bien sûr intolérable pour les personnes de la première catégorie, parce que c'est une remise en cause de ce qu'elles sont. En revanche, pour la deuxième catégorie, échouer c'est normal et ça les mène vers la destination choisie, donc à être plus créatif, la boucle est bouclée. Donc, vous savez, on peut échouer sans être soi-même un loser, d'accord? Abandonnez l'idée que si vous faites ce qu'il faut, vous y arriverez. Parce qu'on sait que la vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Faites ce que vous pensez devoir faire, mais ne vous attendez pas à réussir à tous les coups. Ok? Ça ne dépend pas toujours de nous à tout moment. Ok? Alors, ne perdez pas de temps avec le perfectionnisme et les buts qui sont ultra over-définis. Ok? Et vous, posez-vous cette question. Comment vous voyez vos échecs? Si vous êtes dans la première catégorie, essayez de réfléchir à comment passer dans la seconde catégorie. Et souvenez-vous une chose très importante, et je terminerai là-dessus. Nous sommes tous mortels. Tous les jours du matin au soir, vous vous préoccupez des problèmes plus ou moins importants en oubliant le plus essentiel. Un jour ou l'autre, vous allez mourir. Ok? Maintenant, il y a une chose qui est claire aussi, c'est que personne ne croit en sa propre mort. Et si vous analysez en détail les motivations des individus, vous vous rendrez compte que l'activité humaine est faite pour détourner ce problème et ne pas y penser. Ok? La recherche de moyens pour se maintenir en bonne santé, les dons qui sont faits pour que les gens se souviennent, la reproduction pour qu'une part de vous-même vous survive, et même les guerres opposent l'immortalité symbolique de deux groupes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça semble logique parce qu'il est plus facile de vivre en pensant qu'on est immortel. Ok? Et en fait, c'est comme ça que les dépressifs par contre, touchent le fond à partir du moment qu'ils ne savent plus se protéger contre l'idée de leur propre disparition. C'est ça aussi qui ramène à la dépression. Pourtant, avoir conscience de son caractère mortel, sans succomber à la dépression, c'est un exercice intellectuel hyper intéressant et très utile, que tous les chamans du monde entier vous font travailler quand ils travaillent avec vous. Et c'est pas pour rien, parce que ça permet de réévaluer l'importance des autres problèmes, et ça permet aussi d'apprécier chaque instant. Pour y arriver, il faut s'entraîner à vivre avec l'idée de sa propre fin, tout en bannissant la peur, parce que la peur de mourir, c'est une des peurs les plus injustifiées de toutes. D'ailleurs, Épicure, dont j'ai parlé au début, disait « Si je suis, c'est qu'elle n'est pas. Si elle est, je ne suis pas. » En d'autres termes, imaginez la mort comme une privation de la vie, ça fait souffrir. Or, si vous êtes mort, vous ne ressentez plus rien. Personne ne souffre. Personne n'est privé de quoi que ce soit après. Donc, une fois que vous serez libéré de la peur irrationnelle de la mort, imaginez-vous par exemple régulièrement à 80, 100, 120 ans s'il le faut, et écrivez la suite de cette phrase. J'aurais aimé passer plus de temps à. J'aurais aimé passer moins de temps à. Et la façon de remettre votre vie en ordre vous viendra instantanément. Et pour ça, pas besoin de pensée positive ou d'optimisme forcené. D'accord? Allez, j'en finis avec ça. Pour être heureux, le plus efficace, c'est de développer une forme de capacité négative qui permet au bonheur d'apparaître de lui-même. Et ça veut dire que contrairement à l'individu qui veut tout contrôler en visualisant sa vie idéale, celui doté de sa capacité négative, en fait, il sait qu'il est vulnérable, il sait qu'il est faillible, qu'il est mortel, et ce à chaque instant. Et du coup, il apprécie avec humilité l'idée de ne pas tout savoir et d'évoluer au fil des mystères de la vie. Et c'est ça qui va nous permettre de définir comme destination le chemin lui-même plutôt que le but. Et au final, on va en profiter beaucoup plus davantage. Donc, les idées clés que vous devez garder aujourd'hui, je ne vous exhorte pas à ne plus être positif. Mais ne cherchez pas le bonheur à tout prix.
et laissez-le apparaître de lui-même. Parfois, envisagez le pire. Imaginez-vous, entraînez-vous à imaginer le pire et regardez que ce que vous avez là maintenant. D'accord? Ce qu'on appelle la visualisation négative. Apprenez à vous détacher et à improviser. Ne planifiez pas vos buts plus que c'est nécessaire. Et contrôlez vos pensées plutôt que les événements. Et je vous invite à penser que échouer, ça ne fait pas de vous un perdant. Au contraire, on l'a vu dans la créativité. La vidéo sur la créativité, ça nous pousse à être plus créatif si jamais on accepte l'idée de faire des erreurs. Et rappelez-vous que régulièrement que vous êtes mortel et que ce serait bien de centrer votre attention sur ce qui est essentiel pour vous. Ça marche? Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À très bientôt.